Chers amis, bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro du Débrief, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité africaine. Alors, je vais vous faire une petite confidence, il s'est passé tellement de choses ces derniers jours qu'il a été très difficile pour nous de choisir les sujets dont nous allions vous parler aujourd'hui. Du coup, si l'émission est un peu plus longue que d'habitude, n'en soyez pas étonnés. Au sommaire cette semaine, donc, on va parler de Cacao, la nouvelle série africaine qui démarre le 15 juin sur Canal+ Afrique. Nous avons pu regarder les 4 premiers épisodes avant leur diffusion et on va vous dire ce qu'on en a pensé. On parlera également de la supposée arrestation d'une star des réseaux sociaux par Interpol et le FBI. Nous reviendrons aussi sur toutes les marches et manifestations qui ont eu lieu en Afrique subsaharienne au cours de cette semaine, sans oublier d'évoquer bien sûr un article sur le trafic de drogue qui a fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. Et en fin d'émission, je partagerai avec vous mon coup de cœur pour une marque de vêtements ghanéenne qui a présenté sa toute nouvelle collection Sublime sur Instagram. Ceci dit, avant de parler de tous ces sujets très croustillants, je voulais vous informer d'une petite nouveauté. Nous avons démarré cette émission avec vous, il y a un peu plus d'un mois à peine. Au nom de toute l'équipe, je tenais à vous remercier pour vos retours et votre soutien à ce projet. Ces 2 dernières semaines, nous avons été approchés par différentes entités qui souhaitent collaborer avec notre émission. Après une très longue réflexion, et parce que nous avons bien sûr besoin de financer le développement de ce programme, nous avons décidé d'accepter de travailler avec une sélection de marques ou organisations qui sont bien sûr en phase avec notre contenu. Afin de maintenir le plus possible la transparence avec nos spectateurs, c'est-à-dire vous, nous signalerons à l'écran à chaque fois qu'un sujet émane d'un de nos partenaires. Nous le ferons avec un signal, comme ça vous pourrez faire la différence entre quand un contenu a été fait avec un sponsor ou lorsqu'il s'agit d'un contenu qui émane exclusivement de notre rédaction. Maintenant que ça c'est dit, on va enfin pouvoir démarrer. C'est parti pour le débrief numéro 7. Jingle. On commence cette semaine avec Cacao, nouvelle série africaine et surtout création originale par Canal+, qui démarre le 15 juin. Imaginée par Yolande Bougui et réalisée par Alex Ogou, à qui on doit Invisible, Cacao raconte les guerres de clans que se livrent 2 familles ivoiriennes pour le contrôle du business du cacao dans la ville fictive de Kaodji. Je vous le disais en intro, au débrief, on a pu regarder quelques épisodes en avant-première, mais avant de vous donner plus de détails, bande annonce. Le cacao, c'est comme les oiseaux. Si tu fais trop de bruit, il s'envole. Après Invisible, Alex Ogou réalise votre nouvelle série Canal+ originale. Cacao. Il y a tout ici. Des paysages à couper le souffle, des chemins rouges qui transportent les esprits et des visages qui disent tout, sans jamais ne rien dévoiler. Il y a tout cela à Kaodji. Mais il y a surtout cette forêt primitive qui abrite un trésor et attire les convoitises, le cacao. Il faut que tous les 2 nous parlions cacao. Pour contrôler le cacao et régner sur la région, 2 familles se livrent une bataille sans merci. Enfin, la route tourne. Le clan d'Esva, riche famille dirigée par le tout-puissant Eli. Victime d'une tentative d'assassinat et amoindrie, il m'a tiré sur mes parents. Il est dans le coma. Les tensions familiales éclatent au grand jour. Ça suffit avec ça, mais c'est pas possible. Dites à Marité que la guerre est déclarée. Anthony Desva est désigné président du conseil d'administration. À quoi tu joues? Vous avez bien préparé votre coup, ta mère et toi. J'ai rien vu venir. À ces guerres intestines s'ajoute la pression mise par le concurrent de toujours. Jean Haïté. C'est notre pire ennemi. Anthony, passe me voir au ranch. Dites oui. Je vais vous expliquer 2 ou 3 choses sur la guerre du cacao à Kaodji. Le vieux et son clan ne reculent devant rien pour faire tomber leur ennemi juré. Je me charge moi-même de son cas. On ne veut pas de la Desva dans nos forêts. Secrets ancestraux, lutte de pouvoir, coup de foudre et coup de poing, Cacao est la série événement. Je veux quitter cette famille. Jamais de roi sur un même trône. 2 familles pour un seul trésor. Cacao, votre nouvelle série Canal+ originale, dès le 15 juin, seulement sur Canal+. Alors, Cacao, c'est quoi et surtout, c'est qui ? Eh bien, vous avez d'une part le clan Desva, porté par son chef Eli, et interprété par le célèbre acteur gabonais Serge Abessolo. Calculateur, il a beaucoup de sang-froid et doit affronter des problèmes non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur de sa propre famille. De l'autre côté, on a le clan Haïté, géré sans ménagement par Jean Haïté, un homme à la gâchette facile qui a toujours un proverbe pour chaque situation de la vie et qui ne recule devant rien pour écraser son concurrent principal. Au milieu de tout cela, bien sûr, il y a les héritiers. Anthony, d'une part, jeune homme qui vit à l'étranger et tient à faire son propre chemin sans compter sur ses proches. Manuela, une femme de caractère, mais un peu trop idéaliste sur les bords, enfin, ça c'est mon point de vue. Et Alexia,
Alexia. Un sacré personnage qui a des ambitions et un rapport assez particulier avec les hommes, je ne vous en dis pas plus. Quant au thème abordé, Cacao couvre des conflits générationnels dans une famille avec des liens très compliqués, voire toxiques, entre parents et enfants. Il y a également la question des traditions et de leur poids sur les femmes comme sur les hommes. Et enfin, la série permet de comprendre comment fonctionne l'industrie cacaoyère depuis les plantations jusqu'à l'exportation. Cette fiction explore aussi quelques pistes que l'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir dans des séries africaines francophones, notamment la protection de l'environnement, mais aussi le côté un peu moins conventionnel de la sexualité féminine. Et là, je vois dans les yeux de certains que ça commence à briller, n'est-ce pas? En tout cas, s'il fallait que je fasse un top 3 dans cette série, je dirais en 3 Olivier Kissita, qui campe vraiment bien le rôle du jeune homme privilégié, déraciné, mais torturé. En 2, ce serait Maoula Kane, il incarne Lago, un adjudant téméraire qui ne manque pas de charme et de répartie. Et enfin, en premier, bien sûr, mon coup de cœur va à Farkas Assandé. Très clairement, il est un des piliers de la série, la présence, la voix, le verbe, l'acteur donne littéralement vie à son personnage. Je pourrais élaborer sur d'autres aspects de la série, mais je ne vais pas tout vous raconter non plus, n'est-ce pas? Donc du coup, rendez-vous à partir du lundi 15 juin à 20h30 sur Canal+ Afrique. Les 2 premiers épisodes seront disponibles pour tous les abonnés Canal+ en Afrique francophone. Et si vous n'êtes pas abonné, le premier épisode sera en libre accès sur la page Facebook de la chaîne pour les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. J'attends donc vos commentaires sous cette vidéo dans quelques jours pour savoir ce que vous en avez pensé. Lors du précédent numéro du débrief, nous avions longuement parlé de l'impact de l'affaire George Floyd dans différents pays d'Afrique subsaharienne. Entre-temps, de nombreuses mobilisations ont eu lieu un peu partout sur le continent, qu'elles soient liées à ce qui se passe aux États-Unis ou pas du tout. Tout d'abord, vendredi 5 juin, une foule compacte s'est réunie sur la place de l'Indépendance à Bamako à l'appel des groupes de l'opposition et du très influent leader religieux, l'imam Diko, pour réclamer le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. Les manifestants reprochent notamment au chef de l'État sa mauvaise gestion du pays et lui ont donné un ultimatum pour quitter le pouvoir. Aux dernières nouvelles, d'après la radio RFI, des discussions auraient eu lieu entre les autorités et l'opposition pour une éventuelle sortie de crise. Le même jour, une petite manifestation contre le racisme a eu lieu devant l'ambassade des États-Unis à Monrovia, la capitale du Libéria. Le samedi 6 juin, c'est la population de Djibouti qui est descendue dans la rue après une manifestation organisée la veille pour réclamer la libération immédiate de Fouad Youssouf. Ce lieutenant pilote de l'armée a été emprisonné après avoir publiquement dénoncé le tribalisme et la corruption qui règnent dans l'armée djiboutienne. Le militaire s'est d'abord enfui vers l'Éthiopie, mais il a été remis aux autorités djiboutiennes début avril 2020. Entre-temps, Fouad Youssouf a publié une vidéo depuis sa cellule montrant les conditions inhumaines dans lesquelles il est détenu. Depuis, son cas est devenu un véritable symbole de la répression dans ce pays, dirigé d'une main de fer depuis 21 ans par le président Ismaïl Guelleh. Le 6 juin, une manifestation organisée par le mouvement Economic Fighters League a également eu lieu à Accra, au Ghana, en soutien au mouvement Black Lives Matter. D'abord pacifique, le ton s'est durci lorsque des policiers ghanéens ont arrêté le leader du mouvement, Ernesto Yeboah, car il n'aurait pas obtenu d'autorisation pour organiser la manifestation, ce qu'il a bien sûr démenti. L'activiste a été libéré peu après. Lundi 8 juin, c'est à Nairobi que la population a manifesté contre les violences policières. D'après l'IPOA, organisme chargé de surveiller les actions de la police au Kenya, plus de 15 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre depuis l'instauration des mesures liées à la pandémie du Covid-19. Une autre manifestation sur le même sujet a également eu lieu dans la capitale kenyane, cette fois devant le Parlement, où les participants ont déposé des cercueils en hommage aux victimes des brutalités policières dans le pays. Du côté de Lagos, au Nigeria, ce sont les femmes qui ont manifesté le 8 juin. Cette fois, c'était pour réclamer l'instauration d'un état d'urgence sur les violences faites aux femmes. Il faut rappeler que de nombreux cas de meurtre ou viol ont particulièrement ému la population nigériane ces derniers jours, notamment le cas d'Uwa Omozuwa. Cette jeune étudiante de 22 ans a été violée puis sauvagement assassinée le 21 mai dernier dans une église au sud du Nigeria. Cette affaire a mobilisé à la fois l'opinion publique, les ONG et même la classe politique. La semaine dernière, la Chambre des représentants du Nigeria s'est réunie pour discuter d'un durcissement de la loi à l'égard des crimes sexuels. Mardi 9 juin, on a marché du côté de Yopougon à Abidjan pour dénoncer la mort de George Floyd et le racisme. Une initiative qui aura visiblement fait plus rire la toile ivoirienne qu'autre chose, mais on salue quand même la démarche. Le même jour au Sénégal, une manifestation en hommage à George Floyd a également eu lieu à Dakar.
Au Cameroun, le 9 juin, c'est le syndicat national des journalistes du Cameroun qui s'est mobilisé pour réclamer des explications sur la mort du journaliste Samuel Ouazizi. En effet, le communiqué émanant du ministère de la Défense sur les circonstances de sa mort ont très peu convaincu, c'est le moins que l'on puisse dire. Les journalistes se sont donc rendus à Bolonjo, quartier administratif de la ville de Douala, et ils ont été accueillis par des forces de l'ordre prêtes à en découdre. Du coup, j'ai une petite astuce pour les citoyens de Douala. La prochaine fois que vous vivez une situation compliquée, n'hésitez pas à appeler la police en disant que des journalistes manifestent près de chez vous. Visiblement, ça les fait arriver beaucoup plus rapidement. Le 9 juin a été une journée plutôt chargée puisqu'on a également manifesté à Kampala, en Ouganda, à l'appel de l'organisation No White Savior. Là aussi, 15 manifestants ont été arrêtés par la police au motif que les mesures barrières liées au coronavirus n'étaient pas respectées. Petite nouveauté ici, la majorité des personnes arrêtées puis relâchées par la police ougandaise étaient de nationalité américaine, comme le rapporte le média ABC News. Et pour conclure ce petit panorama, la population a été appelée à marcher contre le racisme à Cotonou au Bénin le 11 juin, mais la marche a été reportée à une date ultérieure. Au chapitre People et célébrités des internets, la palme du buzz de la semaine revient à Ray Hushpuppi, ce jeune Nigérian haut en couleur suivi par des millions de personnes sur Snapchat et Instagram. Installé à Dubaï, son train de vie très luxueux lui a permis d'acquérir une certaine notoriété sur la toile, mais ce n'est pas le seul ingrédient de son succès. Hushpuppi est aussi célèbre pour ses looks Gucci de la tête aux pieds que pour le mystère qui règne autour de la source de sa fortune. En effet, personne n'est jamais parvenu à identifier clairement quelle était l'activité professionnelle de cet Instagrammeur flamboyant, et bien sûr, le sujet suscite beaucoup de rumeurs. Soupçonné depuis 3 à 4 ans d'être un Yahoo Boy ou brouteur, l'appellation dédiée à ceux qui pratiquent l'escroquerie via Internet, le concerné a souvent changé de version puis décidé de ne plus répondre à ces accusations. Si pour le grand public, le doute persiste encore, dans le milieu du divertissement nigérian, tout le monde ou presque est unanime. Hushpuppi serait un escroc de haut vol et tremperait dans des affaires illégales. D'ailleurs, le rappeur Faino n'hésitera pas à le dire plutôt clairement dans le titre Telly Person en 2017, avec un clip dans lequel Hushpuppi est représenté par un caniche avec une chaîne Gucci autour du cou. Sympa, hein? En tout cas, on sait donc qu'Hushpuppi est riche, qu'il vit à Dubaï, qu'il adore tout ce qui est flashy, et c'est à peu près tout. Pour ceux qui veulent vraiment plonger dans sa biographie quelques années en arrière, les choses sont, disons, assez floues. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'état civil, il s'appelle Raymond Igbadoleli, qu'il aurait entre 30 et 40 ans, qu'il a eu une carrière éclair en tant que producteur de musique avant de quitter le Nigeria pour la Malaisie. Entre la Malaisie et son installation à Dubaï, le jeune homme aurait fait fortune. Dans quoi ? On n'en sait rien. Il est tout à fait important aussi de signaler que la Malaisie fait partie des pays où les réseaux d'escroquerie tenus par des Nigérians opèrent le plus. Mais enfin, je dis ça en passant. Certains estiment sa fortune à 20 millions de dollars, un montant bien sûr que personne n'est en mesure de confirmer ou de nier. Quoi qu'il en soit, il a réussi à se faire un nom sur Internet, notamment grâce à son étalage de richesses, ses amitiés avec des stars de la chanson ou du milieu politique, ou encore ses multiples querelles et déclarations fracassantes. Comme toute personne de son rang, Hushpuppi n'hésite pas également à poster des messages inspirants où il encourage les nombreux jeunes Africains qui le suivent à bosser dur pour y arriver. Mais bien sûr. Dernièrement, il se présentait comme un businessman dans le secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Il aurait notamment investi dans le quartier UP de la Riviera à Abidjan. Mais un fait assez étonnant, c'est que la star d'Instagram n'est jamais retournée dans son pays d'origine, et pour cause. D'après plusieurs sources, l'IFCC, organisme anticorruption et spécialisé dans les crimes financiers, l'y attendrait de pied ferme à la descente même de l'avion. Alors, maintenant que je vous ai rapidement brossé le personnage, etc., et que vous voyez un peu plus qui c'est, vous vous demandez sûrement pourquoi on en parle. Eh bien, mardi 9 juin, une rumeur est apparue sur la toile, annonçant l'arrestation d'Hushpuppi et un de ses affiliés par Interpol et le FBI. Il serait accusé d'avoir participé, voire orchestré, le détournement de plusieurs millions de dollars que le gouvernement américain prévoyait de verser aux personnes affectées par le Covid-19. Vous noterez que j'emploie le conditionnel car à l'heure où j'enregistre ceci, rien n'a été confirmé. Cependant, le silence du principal concerné ne fait que confirmer les spéculations. D'après la journaliste controversée Kemi Olunloyo, première à avoir révélé l'affaire, Hushpuppi aurait été extradé de Dubaï vers les États-Unis par le FBI. Toujours d'après la journaliste, il était sous surveillance par Interpol depuis environ 6 mois et ses réseaux sociaux auraient aidé à accumuler des preuves contre lui. Qu'est-ce que c'est surprenant ?
Sur Internet, ils étaient nombreux, très nombreux, à jubiler à l'annonce d'une possible arrestation de Hush Puppy. Beaucoup de ses followers se sont désabonnés et même certaines stars qui semblaient plutôt proches de lui sont subitement devenues très silencieuses. Si certains lui enviaient tout simplement sa fortune, pour beaucoup d'autres, Hush Puppy et la notoriété qui est sienne sont un vrai symbole de décadence morale. Doit-on admirer ou célébrer des personnes dont les sources de richesse sont douteuses, voire criminelles, ou alors l'argent n'a pas d'odeur ? C'est un débat intéressant et pour ma part, j'aurais 3 pistes d'explication. Premièrement, de manière générale, ceux qui ne respectent pas les règles en société et qui s'en sortent quand même provoquent toujours une forme de fascination chez le public. Eux, ils osent faire ce que la majorité n'ose pas. On y voit une forme d'audace qui finit par les rendre quasiment sympathiques au point d'oublier le caractère immoral ou illégal de leur activité. Deuxièmement, et là je vais parler spécifiquement pour le contexte africain, que vous soyez à Dakar, à Abuja, à Brazzaville ou à Luanda, nous sommes tous témoins au quotidien de l'étalage de richesses sans complexe que pratiquent ceux qui confondent l'argent d'autrui avec le leur, à commencer par certains de nos leaders politiques. Ce climat d'impunité, voire d'arrogance assumée, on a fini par s'y habituer, voire le normaliser. À partir de là, pourquoi ne pas accorder une forme de respectabilité à un escroc ? Peut-être que si nos sociétés étaient plus justes, que les richesses étaient mieux distribuées, l'on n'en serait pas réduit à glorifier des voleurs. Et enfin, en 3, parlant de respectabilité justement, il ne faudrait pas oublier que ces personnalités aux sources de revenus douteuses sont généralement très actives sur le plan social ou caritatif. Elles font des dons, elles payent des frais médicaux, elles prennent bien soin de se faire photographier devant des orphelinats, parce que c'est toujours plus facile d'être philanthrope avec l'argent d'autrui. Elles offrent de financer les travaux d'une église, etc., etc. En plus d'être un moyen de blanchir de l'argent, cela leur permet de s'acheter une étiquette de notable et ça leur permet également de changer la manière dont ils sont perçus. Pas étonnant donc qu'à terme, la question de la provenance de leur argent finisse par devenir obsolète. Dans tous les cas, pour conclure, l'arrestation de Hush Puppy, si elle est confirmée, enverra un message fort à certains. On reviendra évidemment sur le sujet dès qu'il y aura du nouveau. Cette semaine en Côte d'Ivoire, un des sujets qui est le plus fait couler d'encre nous vient d'un dossier conçu par le média canadien Vice. Fidèle au style éditorial qui a fait son succès, comment votre consommation de coke fout la merde en Afrique de l'Ouest ? C'est une enquête en 5 parties publiée entre le 27 mai et le 5 juin. Menée par 2 journalistes, le Belge Dan Bowens et le Nigérian Nicolas Ibekwe, cette série d'articles porte sur le Highway 10, la route de la cocaïne qui lie l'Amérique du Sud à l'Europe via l'Afrique de l'Ouest et notamment la Côte d'Ivoire, qui serait devenue une plaque tournante majeure dans l'export de cette substance illégale. Sur le principe, apprendre que la Côte d'Ivoire serait devenue incontournable pour les cartels italiens ou colombiens, ce n'est pas très surprenant en soi, surtout si vous résidez à Abidjan. Le scandale ne vient donc pas de là, mais de quelques noms évoqués par les journalistes. En Côte d'Ivoire, le média canadien citera Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et actuel Premier ministre par intérim. D'après des sources citées du côté des services de renseignement français et de l'ambassade américaine, le ministre est présenté dans l'article comme celui qui contrôlerait le trafic de cocaïne en terre ivoirienne. Des accusations très graves auxquelles répondront le concerné dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux le lundi 8 juin 2020. Ahmed Bakayoko y dénonce une campagne de dénigrement à son égard et annonce qu'il portera plainte. Ces allégations vont à l'encontre de mes principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur mon pays en raison des fonctions que j'exerce. Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j'ai décidé de porter plainte contre messieurs Ibekwe Nicolas, Dan Bowens et les relais. Fin de citation. En relisant avec précision ce communiqué, plusieurs questions sont à poser. Devant quelle juridiction M. Bakayoko compte-t-il porter plainte ? En Côte d'Ivoire ou aux États-Unis où se situe le groupe détenteur du média ? Quel sera le motif exact de sa plainte ? Diffamation ? Si oui, cela implique qu'il devra prouver que les accusations sont erronées, sachant que les journalistes peuvent invoquer la protection des sources journalistiques pour ne pas dévoiler d'où ils tiennent les informations contenues dans leur article. Parlons de l'article justement. Un élément a attiré mon attention pendant la préparation de cette émission. Au bas de leur enquête, il est précisé que la conception des articles a été financée par Money Trail. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'un programme dans lequel sont allouées des dotations financières à des journalistes européens, asiatiques et africains qui réalisent des enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent ou la corruption. D'où viennent les financements de Money Trail ? Eh bien, ils viennent de National Postcode Lottery, une loterie caritative basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Toujours bon à savoir, mais revenons au communiqué du ministre.
Évoquant très clairement la piste d'un complot, l'homme politique ivoirien semble désigner des commanditaires qui ne sont pas pour autant nommés. Alors, de qui s'agit-il ? Il est vrai qu'en ces temps de pré-campagne électorale et alors que l'élection présidentielle ivoirienne approche à grands pas, toute supposée révélation liée à une personnalité politique en ce moment peut sembler orientée, dans un sens comme dans l'autre. Du coup, s'il faut explorer la piste d'un article commandé par des forces tapies dans l'ombre, à qui cela profiterait-il ? Des adversaires hors du parti présidentiel auquel appartient Monsieur le ministre, ou des adversaires à l'intérieur même de son parti. Nul doute qu'il faudra attendre que la plainte soit déposée pour y voir un peu plus clair. En attendant, les États-Unis se sont exprimés sur le sujet. Dans un tweet posté mercredi 10 juin via le compte officiel de l'ambassade des États-Unis à Abidjan, il est écrit « Les États-Unis prennent très au sérieux le trafic de drogue et agissent contre tous les trafiquants connus. Nous sommes fiers de notre travail avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique occidentale pour combattre ce fléau. » Une intervention loin d'être anodine lorsqu'on sait que les 2 journalistes à l'origine de la fameuse enquête ont clairement mentionné avoir des sources au sein même de l'ambassade américaine d'Abidjan. Mais bref, en dehors de toutes ces considérations politiques, le véritable sujet est surtout l'impact sur la population. Car en plus d'être une plaque tournante du trafic, la Côte d'Ivoire serait également un lieu de consommation croissante de drogue et le phénomène s'est notamment accru cette dernière décennie suite aux crises sociopolitiques qu'ont connues le pays. En dehors des fumoirs, ces salles de shoot dans les quartiers populaires, la drogue est également consommée dans les zones les plus favorisées et même en zone rurale. D'après une étude datant de 2016 par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, près de 12% de la population ivoirienne entre 15 et 64 ans consomme des drogues de tout genre. En 2014, le nombre de consommateurs d'héroïne et de cocaïne à Abidjan a été estimé à 6 000 personnes selon une étude. Aujourd'hui, cette estimation est largement dépassée, avait déclaré en 2018 Mamadou Kourouma, secrétaire général du comité interministériel de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Si vous ou un de vos proches en Côte d'Ivoire souffre d'une addiction à la drogue et recherche de l'aide, n'hésitez pas à contacter la Croix-Bleue, le Centre d'accompagnement et de soins en addictologie, le CHU de Cocody ou encore l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Yamoussoukro. Cette fois pour finir, on ne le fait pas en chanson mais avec du style. La maison de couture ghanéenne Christy Brown, fondée en 2008 par Aïcha Ayensou, a dévoilé sa toute nouvelle collection à travers un défilé virtuel Coronavirus oblige. On retrouve ce qui a fait la signature de la marque, c'est-à-dire de la broderie, le mix de matières, les imprimés et surtout des vêtements pensés et coupés pour la femme africaine contemporaine. À titre personnel, je suis une grande fan de la marque depuis près d'une dizaine d'années et je peux vous le dire, les finitions sont au point. Allez, je vous en ai assez dit, je vous laisse savourer la présentation de la collection, c'est parti. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Plutôt chic, n'est-ce pas ?
Alors, Christy Brown a sa boutique au quartier Osu à Accra, au Ghana, mais si vous souhaitez commander depuis l'étranger, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne de la marque ou à les contacter par message privé sur les réseaux sociaux. Le débrief, c'est terminé pour cette semaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager avec le hashtag #LeDébriefTV. Comme d'habitude, d'ici le prochain numéro, je vous donne d'autres infos africaines par mail avec ma newsletter disponible sur africa-digest.com. Je vous donne rendez-vous pour le débrief numéro 8. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.